Guten Abend, bonsoir. Wir haben heute Abend eine deutsch-französische Debatte, bei der mir die deutsche Begrüßung zufällt. Ich werde deshalb auf Deutsch sprechen. Mein Name ist Thomas Manz. Ich leite das Pariser Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung und darf Sie heute Abend ganz herzlich willkommen heißen zu unserem Rückblick auf den 10. Mai 1981, auf den Tag vor 40 Jahren, an dem François Mitterrand zum Präsidenten Frankreichs gewählt wurde. Zu diesem Rückblick laden wir Sie gemeinsam ein, das Institut François Mitterrand und die Friedrich-Ebert-Stiftung. Mein Dank deshalb an dieser Stelle auch an das Institut François Mitterrand, insbesondere an seinen Generalsekretär Guy Torgans für diese Kooperation. Der 10. Mai liegt jetzt schon wieder ein paar Tage zurück. Er war in Frankreich und ist es auch immer noch, anders zu vielen Gedenkveranstaltungen und Rückblicken. Dabei steht natürlich im Vordergrund, welche Bedeutung nach 23 Jahren konservativer Vorherrschaft die Wahl eines sozialistischen Präsidenten für Frankreich hatte. Es war sicherlich eine Zäsur. Wenn wir heute gewohnt sind, den Ausgang von Wahlen am Bildschirm zu verfolgen, sei es zu Hause oder in den Parteizentralen, ist es doch im Rückblick beeindruckend, welche Emotionen die Wahl von François Mitterrand damals auslöste. Es war dies noch ein Wahlsieg, der viele Menschen auf die Straßen trieb, um zu feiern. Paul Quilés, der spätere Verteidigungsminister, spricht in einem Rückblick auf den 10. Mai 1981 gar von 500.000 Menschen auf der Place de la Bastille und in den anliegenden Straßen. Groß waren die Erwartungen, die in die Präsidentschaft Mitterrands gesetzt wurden. Es sind, wie Umfragen zeigen, vor allem soziale Verbesserungen, die die Änderungen in Frankreich an die Ära Mitterrand prägen. Und gegenüber dem heute weit verbreiteten Pessimismus auch das Bild eines großen und starken Frankreichs. Darüber hinaus wird Mitterrand in Frankreich auch als überzeugter Europäer erinnert. Wie sieht nun der Blick von außen auf den 10. Mai 1981 aus? Heute Abend wollen wir insbesondere danach fragen, wie dieser politische Wechsel in Frankreich damals in Deutschland wahrgenommen wurde. Welche Erwartungen und Hoffnungen, aber auch Sorgen und Befürchtungen waren mit der Wahl Mitterrands verbunden? Würde der sozialistische Präsident Mitterrand Frankreichs Weg der Verankerung in Europa fortsetzen? Oder würden die damaligen europaskeptischen Reflexe, die es bei den französischen Linken gab, die Politik Frankreichs fortan bestimmen? Welche Entwicklung würden die deutsch-französischen Beziehungen nehmen? Und welches Bild prägt heute in Deutschland die Erinnerung an François Mitterrand und seine 14 Jahre währende Präsidentschaft? Diesen Fragen möchten wir heute Abend in einem Gespräch mit Gästen nachgehen, die den 10. Mai 1981, sei es aus der Perspektive des aktiven Erlebens oder aus der Perspektive der Historiker, Revue passieren lassen. Wir freuen uns auch ganz besonders, dass der deutsche Botschafter in Paris, Herr Lucas, uns dabei begleiten wird. Und durch das Gespräch führen wird uns Guy Torgans, Generalsekretär des Institut François Mitterrand. Mit einem ganz herzlichen Dank an unsere Gäste, die Guy Torgans gleich noch vorstellen wird, möchte ich dann auch das Wort an ihn übergeben. Gaëtan, la parole est à vous. Merci beaucoup. Merci, un grand merci à Thomas Manns pour l'organisation de ce rendez-vous et pour la collaboration que nous avons pu développer pour témoigner de cette histoire. L'Institut François Mitterrand a souhaité, au cours de ces dernières semaines, favoriser aussi une approche internationale de l'élection de François Mitterrand. Et nous avons lancé plusieurs débats. Le 10 mai, vu de Washington, le 10 mai, vu de Moscou. Nous aurons des débats sur le 10 mai, vu d'Amérique latine. Et nous sommes contents de pouvoir avoir ce débat sur le 10 mai, vu depuis l'Allemagne fédérale, pour mieux comprendre un petit peu l'origine des relations entre nos deux, enfin des relations actuelles entre nos deux pays, qui s'enracinent dans les débats qui ont eu lieu dans les années 80, qui ont été si importantes pour la construction européenne.
Alors pour en discuter, nous avons réussi à réunir un panel d'invités tout à fait remarquable. Du côté français, Jean-Louis Bianco, qui a été le secrétaire général de l'Élysée, non pas directement à cette époque, mais il était dans l'équipe de François Mitterrand dès mai 80 à l'Élysée. Il a été ensuite ministre et parlementaire. Hélène Miard de la Croix, qui est historienne et qui vient de publier un ouvrage sur la relation franco-allemande intitulé Les ennemis héréditaires, ce qui est tout un programme. Et puis, du côté allemand, je veux saluer Maïvolk, qui est président de la fondation Helmut Schmidt, et Hertha Doberg-Eblin, qui était ministre en Allemagne et qui était député en 1981 lorsque l'alternance est survenue. Alors, j'anime ce débat depuis la maison natale de François Mitterrand à Jarnac, en Charente, ce qui explique que vous voyez derrière moi ce petit paysage champêtre. Et peut-être entendez-vous les oiseaux. Je ne sais pas si la relation franco-allemande durant toute cette période a toujours été accompagnée par ces bruits mélodieux. En tout cas, nous allons le savoir au cours de cet échange, qui va permettre d'évoquer plusieurs grandes questions. La première, c'est de savoir, au fond, quelle a été la réaction de nos amis allemands à l'élection de François Mitterrand. Comment l'élection de François Mitterrand a-t-elle été perçue par les milieux politiques, mais aussi par l'opinion publique? Comment d'ailleurs cette relation entre le Parti socialiste français et son chef François Mitterrand et le Parti social-démocrate allemand qui gouvernait à Bonn a-t-elle été préparée? Quel type d'échanges ont pu avoir lieu? Quels ont été les éléments à partir desquels chacun pouvait se forger une opinion sur la manière dont ces relations allaient pouvoir se développer? C'est le premier ton que j'aimerais que nous puissions approfondir dans ce débat, avant d'aborder ensuite, évidemment, toute une série de questions sur la manière dont cette relation franco-allemande, à partir du 10 mai 80, s'est développée, quelles en ont été les étapes, quels en ont été les objectifs, partagés ou non, quels ont été les moments forts, avec évidemment cette question centrale de la réunification, évidemment la question de savoir comment aujourd'hui, depuis l'Allemagne, mais aussi depuis Paris, cette question de la réunification et de l'attitude de François Mitterrand vis-à-vis de la réunification est-elle analysée? Et puis enfin, nous aborderons la question des relations franco-allemandes aujourd'hui, ce qu'il y a de différent aujourd'hui par rapport à ce que nous avons connu dans cette décennie si riche pour la construction européenne des années 80, puis des années 90. Et cette discussion sera évidemment enrichie par la présence de l'ambassadeur d'Allemagne fédérale à Paris, M. Lukács, que je salue et qui a très gentiment accepté de se joindre à nous pour ce débat. Alors, pour lancer cette discussion, je propose peut-être à celui qui en a été le témoin le plus direct aujourd'hui, en tout cas dans les rouages de la vie politique et de l'Élysée, comment il a perçu cette situation, quelle analyse il fait de cette situation lorsque François Mitterrand est élu. Je veux parler de Jean-Louis Bianco, à qui je propose de prendre la parole en premier et d'introduire un petit peu notre discussion en rappelant le contexte historique, en tout cas le souvenir qu'il en a, l'analyse qu'il en fait. À participer à cette réunion. Je suis heureux de retrouver des visages connus et de pouvoir échanger avec vous. Je crois que si on cherche à répondre très simplement à la question que Gaëtan posait, il y a deux remarques qui s'imposent. La première, c'est que le couple franco-allemand, le moteur franco-allemand, les relations personnelles, politiques et personnelles entre les deux leaders ont été construites à travers le temps, à travers des épreuves, à travers des compromis, à travers des relations personnelles. Ce qui caractérise la période Kohl-Mitterrand, c'est que les deux ont eu une longévité exceptionnelle. Il n'y a pas d'autre exemple dans l'histoire franco-allemande, en tout cas je ne crois pas, d'une intimité qui s'est créée à travers le temps. Et en plus, les deux hommes se sont découverts. Kohl n'était pas très connu en France. Il avait, vous le savez, une image assez détestable dans la presse allemande, qui le considérait de manière caricaturale comme quelqu'un qui n'avait rien d'intéressant à dire. Et il avait des mailles à partir avec les journalistes allemands. Je ne sais pas, les amis allemands le diront, jusqu'à quel point vous avez été en Allemagne, dans votre diversité, influencé par les réactions françaises. Quand on dit le 10 mai 80 vu de Berlin, de Bonn en l'occurrence à l'époque, le 10 mai 80 vu de Paris, c'était assez extraordinaire. Bien sûr, les fêtes, les joies d'un résultat tant attendu, mais en même temps, l'incrédulité et la peur de toute une partie de la bourgeoisie.
Je me rappelle d'un dessin de Plantu, le célèbre dessinateur du Monde, qui montrait deux personnes ouvrant leur volet le matin et l'un disant à l'autre « Les socialistes sont au pouvoir et la tour Eiffel est toujours là ». Je vais donc me concentrer sur Helmut Kohl, sachant que les relations entre Mitterrand et Schmitt ont existé aussi, que François Mitterrand a reçu Helmut Schmitt à Latché le 7 octobre 81 de mémoire, où ils ont parlé de la réunification allemande dans des termes extrêmement intéressants. C'est les notes d'Hubert Vétrine, je crois, qui l'attestent, où François Mitterrand a dit que cette réunification était naturelle, légitime, mais que pour qu'elle puisse se faire, il fallait que l'URSS s'effondre et que ça prendrait une quinzaine d'années. C'est en gros ce qui s'est passé, ça a été un peu plus vite que le pronostic de François Mitterrand à cette époque-là. On pourra revenir sur les accusations, à mon avis, et plusieurs historiens l'ont démontré, totalement infondées d'un François Mitterrand qui se serait opposé à la réunification allemande, mais on pourra y revenir dans le débat. Donc je vais parler d'Helmut Kohl. J'ai un souvenir très précis de ma première rencontre avec Helmut Kohl. Je suis depuis quelques mois secrétaire général de l'Élysée et je vais le chercher à l'aéroport du Bourget. Comme les chanceliers ou les présidents français, chanceliers allemands et présidents français, la première visite, c'est pour Paris ou c'est pour Bonn ou pour Berlin. Donc, il est élu le 1er octobre, chancelier, et il débarque le 2 octobre à Paris, à vrai dire, par l'aéroport du Bourget. Il fait une pluie épouvantable. Nous n'utilisons pas, contrairement aux habitudes françaises, les moyens de la gendarmerie pour nous frayer un chemin. Ça n'a pas toujours été aussi moral dans les pratiques de la République française. Et donc, nous avons du temps. Et il se trouve que je parle allemand, et ça crée évidemment une relation différente entre le chancelier et moi, comme beaucoup plus tard à Berlin-Est, j'aurai l'occasion d'avoir des conversations émouvantes avec Lothar de Maizière sur ce qu'était sa vie avant qu'il apparaisse au premier plan de la scène. Et je découvre l'homme. J'avais vu la vie des spécialistes, des historiens, des connaisseurs de l'Allemagne, qui a une vision très nette de ce qu'il veut faire. Ce sont ses priorités. Et ses priorités sont deux priorités. L'application de la double décision de l'OTAN, donc ce problème posé par le stationnement de fusées soviétiques ayant l'Allemagne en ligne de mire, si je puis dire, et puis la construction européenne à relancer. Et j'ai le temps, en arrivant à l'Élysée, de dire au président Mitterrand, vous avez en face de vous un homme d'État et vous allez avoir un partenaire remarquable pour la relation franco-allemande. Ils ont développé une connaissance profonde. Quelqu'un a compté, si on met les sommets, les rencontres bilatérales ou multilatérales, plus de 200 rencontres entre les deux. Et je ne parle pas des coups de téléphone. Ça crée forcément une intimité considérable. Et c'est une des leçons, je crois, pour la relation franco-allemande. Cette intimité se crée finalement sur une seule base, la confiance. Et qu'est-ce qui est un signe de confiance pour le partenaire? C'est si on peut dire, là j'ai un énorme problème de politique intérieure, je ne peux pas le faire, ça m'ennuie, ça me gêne, je ne peux pas. Et que l'autre comprenne. C'est dans ces moments-là, qui ont existé tout le temps dans la relation franco-allemande, qu'on voit si on a face de soi un partenaire qui comprend vos contraintes et qui les accepte. Donc François Mitterrand et Helmut Kohl se sont entendus très bien. Il y a eu des affrontements, j'y reviendrai dans un instant. Ils se sont entendus très bien parce que Kohl était un homme sensible et cultivé, beaucoup plus qu'on ne le croit, et qui était très délicat dans les cadeaux qu'il faisait à François Mitterrand. Et François Mitterrand lui a également offert des choses qui l'ont touché. J'ai assisté à des discussions presque surréalistes sur le quiétisme et le piétisme entre Kohl et Mitterrand, des discussions passionnantes sur l'image respective de la Prusse et de la Bavière. Tout ça fait qu'ils ont un lien qui débordait les simples relations politiques. Et font la première épreuve du feu, ça a été cette installation où François Mitterrand, plutôt à rebours de la doctrine socialiste ou social-démocrate majoritaire, a soutenu à fond, très directement, dans son célèbre discours du Bundestag, je crois que c'était en mars 83, l'installation de Pershing, si les fusées soviétiques n'étaient pas retirées. Il a eu cette formule, à vrai dire, c'était pas au Bundestag, c'était un peu plus tard. Les euromissiles sont à l'est et les pacifistes sont à l'ouest. Donc ça a été extrêmement important pour Kohl et ça a soudé leur solidarité. Il y a évidemment d'autres grands moments qui sont frappés dans nos mémoires, qui sont dans l'histoire. Ce moment où, devant l'ossuaire de Douaumont, le petit Mitterrand prend la main du grand Kohl et tous les deux côte à côte, la main dans la main, ils assistent aux cérémonies. Je ne sais pas, les historiens le savent peut-être, la vérité historique. J'ai le sentiment que c'est une improvisation mûrie de Mitterrand qui n'est pas forcément dit à Kohl avant, mais à charge de vérifier pour les historiens. Ce qui est intéressant, c'est que quelqu'un m'a dit le couple Schmitt-Giscard fonctionnait extrêmement bien. Deux hommes, un libéral au sens de l'intérêt général affirmé, un socialiste conscient des enjeux de l'économie, de brillantes intelligences, mais on n'a pas l'impression qu'ils aient donné de la chair à leur relation. On les voyait travailler, sourire, des dossiers, et finalement cette image de Mitterrand et Kohl, dont j'ai eu le sentiment qu'elle serait pour toujours dans les livres d'histoire, a donné aussi une autre coloration.
Il y a ensuite toute la bataille pour les contentieux européens à solder sous la présidence française. Et là, ils ont entendu parfaitement avec les équipes des deux côtés. C'était le fameux chèque de Mme Thatcher. Et c'était 17 contentieux avait relevé le président Mitterrand, qui a fait une méthode que beaucoup d'autres ont pris après lui, soit des ministres, des premiers ministres, soit des présidents et des chanceliers. Il a fait le tour des 17 capitales. Et capitale par capitale, il a avancé des compromis. Et Mme Thatcher, suivant une méthode britannique que nous connaissons bien, a tout fait pour diviser les Européens. Et je vois encore le chancelier Kohl réunir ce que j'appellerais sa zone marque pour dire attention, on a un accord avec la France, il n'est pas question d'en sortir. Et donc, on est sorti de ces contentieux et puis on a fait ensemble, et on doit beaucoup à Delors, quand on parle du couple Mitterrand-Kohl, il ne faut pas oublier Delors qui a joué un rôle décisif dans la construction européenne. Et finalement, c'est Delors qui a, en accord avec Kohl et en ayant convaincu Mitterrand, produit cette singularité dans l'esprit français de l'époque, enfin socialiste français de l'époque, le marché unique. La libre circulation des marchandises, des idées et des hommes. Les idées et les hommes, oui, enfin les marchandises quand même. Et puis la banque centrale qui restait indépendante. Tout ça était complètement contraire à la culture dominante des socialistes français. Et c'est Delors qui a pu à la fois en convaincre les intéressés et le mettre en œuvre. Leur cohabitation a été marquée par d'innombrables crises. C'est le ressort normal, je l'ai dit, de la relation franco-allemande. Ce qui me paraît important, c'est que s'est développé à cette époque-là des repères sur les points clés. Les points clés, c'était l'unification allemande, et c'était que cette unification allemande, ça a été la position et du chancelier Kohl et du président Mitterrand, servent à la construction européenne. Pas tellement pour arrimer l'Allemagne à l'Europe, comme on l'a dit, mais pour se servir de ce nouveau dynamisme. Et puis, ça a été le choix de l'euro, choix extrêmement difficile pour l'Allemagne, ce que les Français n'ont peut-être pas toujours perçu. On a dit l'euro, c'était le Deutschmark, c'était la force atomique de l'Allemagne, avec en plus l'image de mauvais gestionnaires qu'avaient, non sans parfois quelques raisons, les Français. C'était un pas décisif et qui a donné une impulsion qu'on voit encore aujourd'hui. Quand on voit les discussions de l'époque, on se rend compte qu'on voyait bien qu'il manquait un pilier à cette union monétaire qui était l'union économique et sans doute une avancée vers l'union politique. C'était tout à fait vu, mais ça n'était pas possible à l'époque, ni du côté français, ni du côté allemand, me semble-t-il. Et puis, on a vu aussi que l'euro allait jouer un rôle considérable, d'abord dans l'image des gens. Je me souviens être allé en Angleterre à une réunion peu de temps après l'introduction de l'euro, et mon chauffeur de taxi, un anglais pragmatique, me dit c'est formidable, vous avez une seule monnaie. Ça devenait le symbole de l'Europe, et c'était aussi un poids, c'est un poids anticipé et prévu par un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement dans les relations internationales. Soit que l'euro serve comme monnaie de réserve, soit qu'il serve comme monnaie de transaction internationale. Et les pourcentages sont loin d'être négligeables, même si on n'a peut-être pas eu la politique aussi conquérante qu'on aurait dû avoir. Alors, quelles leçons tirer de tout cela? L'importance des relations personnelles. Nous avions deux équipes, je vois que Joachim Bitterlich a publié ses mémoires que je n'ai pas encore lues, qui étaient intimement convaincus qu'il fallait travailler ensemble et qui s'entendaient admirablement bien. Ça n'a pas empêché, encore une fois, qu'on puisse s'engueuler nous aussi, comme les chefs à l'échelon supérieur. Mais j'ai des souvenirs émouvants de communiqués communs où, très sincèrement, on cherchait la rédaction ensemble et on ne savait plus très bien qui était du côté allemand et qui était du côté français. Parce qu'on voulait la même chose, on avait compris ce que nos chefs voulaient. Alors, y a-t-il eu, Mitterrand a-t-il manqué à Kohl sur la réunification allemande? Encore une fois, beaucoup d'historiens, de chercheurs, de témoignages, Védrine et moi avons fait différents papiers là-dessus, prouvent que c'est non. Ça aurait été absurde d'ailleurs, s'opposer à la réunification allemande. Pourquoi faire? Pour quelle raison? Avec quelle force? Mitterrand n'a pas varié d'un iota dans sa ligne, qu'il avait d'ailleurs déjà décrite à Helmut Schmidt. Il faut que ça se fasse pacifiquement et démocratiquement. Démocratiquement qu'il y ait un vote, pacifiquement qu'on ne remette pas en cause les frontières issues de la Deuxième Guerre mondiale, notamment la frontière Oder-Neisse. Kohl avait une énorme difficulté avec ça. Et François Mitterrand a paru douter de lui. Je lui ai expliqué ce que c'était que le Bundeswehrtribune, ce que c'était que l'électorat de CDU dans ces zones-là, et ce que c'était pour Kohl. Il ne pouvait le lâcher qu'à la fin. Et c'est bien ce qu'il a fait. Mais il y a eu des moments de tension évidents entre les deux. Un mot aussi peut-être sur la suite des événements. Je crois que Kohl et Mitterrand ont institué un certain nombre de choses, mais c'était une construction continue. Depuis De Gaulle et Adenauer, chaque tandem ou couple franco-allemand a fait des avancées, d'où il résulte que sans le moteur franco-allemand, on ne peut rien faire en Europe. C'est certain. Mais que ça ne suffit pas. C'est de plus en plus certain, surtout quand on est à 28. J'ai eu l'honneur de représenter la France à un moment donné à 28 en remplacement de la ministre Ségolène Royal auprès de qui je travaillais. Je peux vous dire que j'ai découvert le charme des réunions à 28 où chacun a 3 minutes, où il expose ce qu'il considère ses problèmes intérieurs et dans les couloirs, on essaye de régler les problèmes. C'est beaucoup plus difficile, surtout qu'aujourd'hui, on a des intérêts différents
et on le voit bien à travers nos partenaires d'Europe centrale et orientale, des conceptions de la démocratie qui sont différentes. Et là, on a devant nous des défis extrêmement graves. Donc, rien sans un accord franco-allemand, construire une décision avec les autres et nous affirmer, ça c'est peut-être l'opportunité de la pandémie. C'est une vieille idée française qui ne plaît pas trop aux Allemands. Il est très typique de la France qui voit l'Europe comme une France en grand, l'Europe puissance. Eh bien, est-ce qu'on n'est pas en train de regarder, de voir qu'il faut peut-être s'affranchir dans certaines périodes des dogmes financiers purs, de voir qu'on est en train de redécouvrir qu'il faut une autonomie stratégique, pas seulement sur le plan militaire, qu'on ne peut pas, et là c'est plutôt la question des Chinois que des Américains, se laisser petit à petit manger par les nouvelles versions des routes de la soie. Je crois que sur cette notion d'Europe puissance, à condition que les Français n'en fassent pas une abstraction et qu'on soit concret, on a des choses à faire ensemble dans tous les domaines du développement du futur. Et je pense que c'est une grande chance pour l'Europe et pas seulement pour l'Allemagne et pour la France. Je vous remercie. Merci. Je ne maîtrise pas l'ouverture de mon micro, donc pardonnez-moi. J'étais évidemment saisi par les propos de Jean-Louis Bianco, mais pas au point de ne pas pouvoir reprendre notre conversation. Je remercie à Jean-Louis qui a balayé la totalité du sujet. Et j'ai été frappé, et je vais demander à Madame Dobler-Gmelin ce qu'elle en pense, j'ai été frappé par le fait qu'au fond, Jean-Louis a évoqué très rapidement l'élection du 10 mai 81, l'installation du nouveau pouvoir, les rapports avec Helmut Schmidt, et donc vous-même, Madame, qui étiez députée au Bundestag à l'époque, quel sentiment vous aviez eu à ce moment-là? Comment vous avez vécu cette période? Est-ce que ça a suscité en vous et parmi vos collègues des espoirs ou des inquiétudes? Et comment avez-vous vu évoluer cette relation, d'abord avec Helmut Schmidt et ensuite dans les années qui ont suivi? Sekretär General, lieber Herr Gors, verehrter Herr Botschafter, lieber Thomas Manz, verehrte Mitdiskutanten. Der Vortrag von Jean-Louis Bianco hat natürlich einige Bilder in meinem Kopf, vor meinem inneren Auge wieder erstehen lassen. Aber wenn Sie gestatten, würde ich gerne etwas persönlicher anfangen. In der Tat, Sie haben recht, Herr Generalsekretär, ich habe nun die deutsch-französischen Beziehungen im Bundestag seit Anfang der 70er Jahre bis Ende der 10er Jahre in allen Konstellationen mitbekommen. Aber ich bin ja aufgewachsen im Südwesten, in Tübingen, das in der französischen Zone eine zunächst große französische Garnison hatte, die sich sehr schnell in ein freundschaftliches Verhältnis umwandelte. Ich stand stark unter dem Einfluss unseres Freundes Carlo Schmid, bekannt als Baudelaire-Übersetzer, der ihn natürlich auch in Deutschland bekannt gemacht hat. Und zu meinen prägenden Jugenderlebnissen gehört die große Ansprache von Charles de Gaulle in Ludwigsburg, wo ich dabei sein konnte, und die Jumelage-Verhandlungen zwischen Tübingen und Aix-en-Provence, wo ich sehr häufig bin, die ja nun das enge Verhältnis gerade im Südwesten Deutschlands mit dem Süden Frankreichs deutlich hervorheben. Dieser 10. Mai 1981 hat ja in der Tat einen Vorläufer. Ich war damals rund 10 Jahre im Bundestag als Abgeordnete, darf sagen, ich gehöre eher zum linken Flügel, deswegen war mir die französische PS besonders sympathisch, weil sie deutlich akzentuierter einiges aussprach, damals natürlich in der Opposition, das kann man sagen, als in Deutschland das die Rolle der SPD war. Aber interessant war natürlich auch die Entwicklung der SPD. Es ist schon darauf hingewiesen worden, auf das enge Verhältnis zwischen Mitterrand, den wir unglaublich bewundert haben, gerade wir jüngeren Sozialdemokraten, und Helmut Kohl. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, bin ich in einer Zeit Abgeordnete gewesen, nämlich in den 70er Jahren, und dann Mitglied des Präsidiums der SPD auf Bundesebene geworden, was ich dann 81 auch war, als Helmut Schmidt und Giscard d'Estaing ein sehr gutes Verhältnis hatten. Das Interessante für uns war, dieses alles unter einen Hut zu bekommen. Zu sehen, da ist jemand, das ist ein ganz konservativer, aber die Chemie zwischen Giscard d'Estaing und Helmut Schmidt hat offensichtlich besser gestimmt als die zwischen Helmut Schmidt und Mitterrand. Das hörte man
auf Bundesebene in der SPD damals schon. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Und einige der Gründe dafür hat natürlich auch Jean-Louis Bianco gesagt. Ich würde es gerne aus der Situation der damaligen SPD noch etwas beleuchten. Damals war das Jahr für die SPD eine zunehmend schwierige Zeit. Einfach deshalb, weil der Doppelbeschluss, die Stationierung der Pershings, gerade die SPD ja beinahe zerriss, muss man sagen. Es gab eben keine einheitliche Meinung dazu. Und es gab viel Kritik an Helmut Schmidt, was übrigens auch, oder sagen wir, die Haltung gerade auch der Jüngeren ist natürlich sehr gut verständlich, wenn man sich an die Vorwarnzeit damals erinnert, die Raketen damals hatten und dann die geopolitische Lage gerade der Grenze zwischen Deutschland Ost und Deutschland West zum Beispiel im bekannten Fulda Gap sieht. Da ist die Situation aus französischer Sicht natürlich etwas mehr geostrategisch ausgerichtet, als jetzt gerade die Sicht der jungen linken SPDler damals war. Und die zweite Frage, an der sich auch Kritik an Helmut Schmidt entzündet hat, innerhalb der SPD war die ganze Umweltfrage, nicht nur Atom, sondern die gesamte Umweltfrage, die ja nun zusammen mit der Rüstungsfrage dazu geführt hat, dass neben der SPD eben eine neue Partei, nämlich die Grünen, entstanden ist. Und das Interessante war, dieses gespaltene Verhältnis der SPD hat dazu geführt, dass sie sich sehr stark mit sich selbst beschäftigt hat. Sehr viel weniger, als das dann später der Fall war, zum Beispiel auch in der Zeit, in der ich Regierungsmitglied war, auf das geschaut hat, was man in der PS gedacht und was man dort gemacht hat. Ich kann mich daran erinnern, dass zum Beispiel das Verhältnis der Justizminister in der Zeit meiner Justizministertätigkeit, also Elisabeth Guigou und ich, ausgesprochen eng war, dass die Kabinette zusammengearbeitet haben. Das war damals noch nicht so der Fall. Und ich habe natürlich auch die Rede von Mitterrand im Deutschen Bundestag 1983 mitbekommen. Das, lieber Freund Bianco, ist natürlich gerade von den deutschen Sozialdemokraten nur zum Teil so aufgefasst worden, also so positiv aufgefasst worden und hat schon auch mit dazu beigetragen, dass man, glaube ich, sich eher wieder daran gewöhnen musste, aufeinander zuzugehen und miteinander darüber zu sprechen, was hält man eigentlich von diesen Fragen, die ja nun die 80er Jahre heftig hier geprägt haben. 1981 Mai, und zwar der 10. Mai, wir haben mit großer Freude die großen Demonstrationen in Frankreich nach dem Wahlausgang gesehen. In Deutschland war es so, da war am gleichen Abend auch eine Wahl. Die Schwierigkeit der Position der deutschen SPD zeigte, nämlich Hans-Jochen Vogel, der ja nun im Januar 81 nach Berlin gegangen war, als dort der sozialdemokratische Senat zusammengebrochen hatte, hat am gleichen Tag, am 10. Mai 81, gegen Richard von Weizsäcker verloren. Das hat natürlich zu gemischten Gefühlen beigetragen. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wir in Tübingen haben im Institut Français gefeiert und dann in der SPD in unserer Zentrale getrauert. Das heißt, dieser Tag hat für uns eine sehr interessante Mischung aus Erwartungen und ganz viel mehr. Ich denke, die Zeit danach hat sehr viel mehr an rationaler als emotionaler Zusammengehörigkeit zwischen SPD und PS gezeigt. Es hat mich sehr gefreut, dass später Schröder-Chirac eine gute Zusammenarbeit hatten, dass auch die Zusammenarbeit zwischen französischer Regierung und deutscher Regierung, zwischen PS und SPD in den Jahren 2000, 2002, 2003 auf EU-Ebene sehr gut geklappt hat, dass man sich absprechen konnte. Das haben wir im Rat für Innen- und Justiz, also Elisabeth und ich, immer getan. Und in der Tat, wenn ich jetzt noch mal einen Schritt zurückgehe, natürlich hat auch die deutsche Sozialdemokratie mit Bewunderung
auf das gute Verhältnis zwischen Mitterrand und Kohl geschaut, weil wir natürlich genau wussten, dass die gute Zusammenarbeit zwischen Frankreich und Deutschland ein Kernbaustein nicht nur Europas ist, sondern auch des Friedens in Europas und auch der Freundschaft mit unseren französischen Freunden, die ja nun auf den verschiedenen Ebenen, Gott sei Dank, ausgesprochen gut entwickelt wurden. Aber lassen Sie mich noch mal sagen, das Interessante war, dass wenn man an deutsch-französische Zusammenarbeit denkt, unter dem Aspekt jetzt, und das war meine Aufgabe der SPD, eher François Hollande oder dann eher andere im Vordergrund stehen und nicht gerade die Paarung Helmut Schmidt und François Mitterrand, sondern Helmut Schmidt und Giscard d'Estaing, Mitterrand und Kohl, so wie Jean-Louis Bianco das ja gesagt hat. Ich denke, ich höre jetzt einfach damit auf und dann können wir in der nächsten Runde vielleicht die Zeiten danach auch die Frage der Vereinigung Deutschlands überlegen. Ich war ja nun die stellvertretende Vorsitzende der Vereinigungsgremien des Bundestages und der ost- und westdeutschen Parlamente. Von daher gesehen kann ich dann nachher vielleicht auch noch das eine oder andere aus dieser Situation beitragen. Danke sehr. Merci beaucoup. Pardonnez-moi d'insister un tout petit peu sur ce début du mai 80, mais au fond, c'est le prétexte de notre échange. Et je voudrais demander à M. Voigt, qui est le président de la Fondation Helmut Schmidt, quelle lecture, lui, il fait de cette période, des débuts de cette période, du 10 mai 80 et de la relation entre François Mitterrand et Helmut Schmidt, avant de passer la parole à Hélène Mière de Lacroix. Ja, vielen Dank. Über Helmut Schmidt und François Mitterrand zu reden, ohne über Valéry Giscard d'Estaing und Schmidt zu sprechen, das ist aus meiner Sicht nicht möglich. Denn, um es nochmal in Erinnerung zu rufen, Giscard und Schmidt hatten als Finanzminister und dann als Bundeskanzler und Staatspräsident beinahe die identischen Amtszeiten, also kannten sich schon aus dem Ministeramt, bevor sie dann Bundeskanzler bzw. Staatspräsident wurden. Sie haben gemeinsam G6 im Jahr 1975 eingeführt, später G7 Weltwirtschaftsgipfel. Sie haben den Europäischen Rat gestärkt. Sie haben zum Schrecken ihrer Stäbe beinahe im Alleingang das europäische Währungssystem 1978/79 aufgesetzt. Und das ist aus meiner Sicht die Plattform, die Fallhöhe, um über das Verhältnis zwischen Schmidt und Mitterrand zu sprechen. Hélène Mière de Lacroix hat einmal gesagt, ich hoffe, ich nehme Ihnen das nicht vorweg, Helmut Schmidt, anglophil geprägt, schon im Schüleraustausch in Großbritannien gewesen, durch seinen Mentor in der SPD-Bundestagsfraktion Fritz Erler frühzeitig in transatlantische Sicherheitskreise eingeführt. Helmut Schmidt hat Frankreich eigentlich nicht verstanden, haben Sie mal gesagt, wohl aber Giscard. Und das war gut für die deutsch-französischen Verhältnisse. Das bringt es auf den Punkt. Ich möchte 5 Schritte mit Ihnen unternehmen von dem Beginn der Bundeskanzlerzeit Helmut Schmidts 1974 bis zum 10. Mai 1981, um das Verhältnis Mitterrand-Schmidt noch etwas schärfer zu konturieren. Was notwendig dabei ist, auch einige Sätze über Willy Brandt, den damaligen Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, der SPD, zu sagen. 74 Mai, Schmidt wird Bundeskanzler, gemeinsam mit Willy Brandt, mit dem er gewiss nicht immer einer Meinung war. Man kann sie auch als Partner und Rivalen beschreiben. Aber Brandt und Schmidt im Jahr 1974 beobachteten doch sehr skeptisch, wie Mitterrand sich äußerte als erster Sekretär der PS, wie er das Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell der Marktwirtschaft ablehnte, also eine doch dezidierte Abneigung zeigte, wie er eine Frankreich-zentrierte Europapolitik propagierte und keineswegs zuletzt doch seine ausgeprägte Nähe zu den Kommunisten, vielleicht auch instrumentell, aber eben doch deutlich vorhanden.
Im zweiten Schritt möchte ich Sie gerne mitnehmen auf die Konferenz der Sozialistischen Internationale im Januar 1976 in Helsingør, wo Schmidt Mitterrand öffentlich und in aller Vehemenz widersprach, weil er sich durch Mitterrands Äußerungen, übrigens auch einige andere SI-Tagungsteilnehmer, doch sehr provoziert sah und die Integrität von NATO und europäischer Gemeinschaft in Gefahr sah. Und er wusste sich dabei grundsätzlich einig, selbstverständlich mit Giscard. Dritter Schritt. Zu dem Verhältnis Giscard und Schmidt gehört es auch, auf das Verhältnis der Parteien zu schauen. Bei Hertha Däuber-Gmelin habe ich aufmerksam zugehört und manches davon wiedergefunden, was ich als Historiker später nicht als Zeitzeuge in den Quellen gefunden habe. Die SPD und die Parti Socialiste unterhielt seit April 1976 3 gemeinsame Arbeitsgruppen. Erstens zur Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik, zweitens zu Europa und drittens zur Entwicklungspolitik. Und je nach Politikfeld war es schwierig oder auch einfach, sich auf gemeinsame politische Inhalte und Aussagen zu einigen. Eine Klimax, vierter Schritt, im angespannten Verhältnis vor dem Mai 1981 zwischen Mitterrand und Schmidt war es sicherlich, als in Hamburg, wo ich jetzt hier sitze, ein Treffen der Sozialistischen Internationale stattfand und Mitterrand nicht eingeladen wurde. Und die Sozialistische Internationale tagte nicht nur im Gästehaus des Senats, sondern eben auch im Privathaus des Ehepaars Schmidts im Norden der Stadt, was ja eine besondere Intimität bedeutet und eine besondere Wertschätzung ausdrückte. Abgesehen davon, dass Helmut Schmidt es meisterlich verstand, seinen Privatraum als politische Bühne zu benutzen. Schließlich 5. Punkt 1981, Wahlkampf in Frankreich. Der Sozialdemokrat Schmidt unterstützte nicht etwa den Sozialisten Mitterrand, sondern seinen engen politischen Freund und auch privat waren sie verbunden, Valéry Giscard d'Estaing. Das ist sozusagen das Intro oder der Hintergrund, um sich jetzt die ganz erstaunliche Entwicklung ab dem 10. Mai 1981 zu betrachten. Anfangs herrschte in den deutsch-französischen Beziehungen, nachdem Mitterrand Staatspräsident geworden war, eine gewisse Zögerlichkeit, vielleicht sogar eine Kälte, was auch daran lag, dass Schmidt dazu neigte, in Klammern gesagt, nicht nur in der Beziehung zu Mitterrand häufig ermahnend und belehrend aufzutreten. Und auch Mitterrands Idee eines neuen sozialen Europa fand bei Schmidt kaum Nachhall, weil er sagte, das sei doch viel zu komplex und es dominierte aus seiner Perspektive der Nationalstaat und nicht die Organisationsform, jedenfalls in dieser Beziehung, der Europäischen Gemeinschaft. Es war dann Hans-Jürgen Wischnewski, der meisterhaft dazu beigetragen hatte, im sogenannten Deutschen Herbst die Bedrohung durch die Rote Armee-Fraktion oder die entführte Lufthansa-Maschine Landshut im Mogadischu zu befreien. Wischnewski war es, der enge Beziehungen zu Mitterrand und dessen Stab hatte und Schmidt, ich möchte nicht sagen dazu nötigte, aber doch dazu antreiben musste, auf dem Rückflug einer USA-Reise von Washington relativ spontan, kurzfristig in Paris Station zu machen. So kam es zu einem Kurzbesuch Schmidts in Paris am 24. Mai 1981 und Schmidt war sehr angetan davon, auch mit Blick auf die Vorgeschichte, die ich geschildert habe, dass Mitterrand sich eindeutig für die westliche Nachrüstung aussprach, also pro NATO-Doppelbeschluss argumentierte, den Schmidt vielleicht herbeigeführt oder provoziert hatte, obwohl er gar nicht als deutscher Bundeskanzler, also der unterlegenen Macht oder des unterlegenen Staates im Zweiten Weltkrieg, dazu qua Amt in der Lage gewesen wäre. Also Mitterrand eindeutig für die westliche Nachrüstung. Er ging sogar über Schmidts damalige Position hinaus, dass er sagte, wir müssen sofort stationieren, während Schmidt noch mehr, das ist ja eben Element des Doppelbeschlusses, auf die Verhandlungskarte setzte. Das Treffen von
Schmidt und Mitterrand in Lochet ist bereits angesprochen worden im Oktober 1981. Herr Bianco, Sie haben vollkommen richtig darauf hingewiesen, man kann das im Verhältnis von Schmidt und Mitterrand durchaus als einen Wendepunkt betrachten. Also das Vertrauen wuchs und sie hatten eben auch, und das hilft ja vielleicht, um gegenseitiges Vertrauen zu stärken, gemeinsame Gegner. Das waren nämlich die Kritiker der Atomwaffenstationierung mitten in Europa, insbesondere die Friedensbewegung. Die ganzen neuen sozialen Bewegungen, bei Hertha Dolberg-Mehlin klang es an, hat Schmidt in den 70er Jahren, das war ja die Hochzeit dieser Bewegung, nicht richtig zuordnen und verstehen können. Im Gegensatz übrigens zu Willy Brandt, also Anti-Atomkraft, Frieden, Frauen, Umwelt. Schmidt war traditionell geprägt und sagte, Politik wird doch von Parteien und in Parlamenten gemacht und doch nicht auf der Straße, so wie es die neuen sozialen Bewegungen taten. Und diese große Skepsis, diese Kritik auch an den Protestformen der Friedensbewegung verband ihn mit Mitterrand. Allerdings die Wirtschaftspolitik von François Mitterrand kritisierte Schmidt 81, auch noch im April 82. Er übte scharfe Kritik, hinterfragte den Plan von Mitterrand, wichtige Industriekonzerne zu verstaatlichen. Er wies darauf hin, Schmidt, der sogenannte Weltökonom, was sich im Bundestagswahlkampf 1976 medial geprägt hatte als Image, und dagegen wehrte sich Schmidt nur sehr bedingt. Schmidt wies darauf hin, dass in Frankreich die Arbeitslosenzahlen emporschnellten. Übrigens, in der Bundesrepublik Deutschland wuchsen sie auch. Schmidt wies darauf hin, dass die Inflationsrate bald bei 10% in Frankreich lag. Und ein ganz großer Streitpunkt zwischen Mitterrand und Schmidt im Jahr 1982 war das Verhältnis zur europäischen Gemeinschaft. Nur stichpunktartig die Frage der Finanzierung, also der Beiträge aus den Mitgliedstaaten, die Frage, wie umgehen mit den Beitrittskandidaten Spanien und Portugal, die Frage der Agrarpolitik, der Handelsbilanz und schließlich die deutsche Unart, wie Mitterrand es sorgte, auf die Einhaltung deutscher Normen bei Importen oder Exporten, wie man möchte, in die Bundesrepublik zu pochen. Alles das, diese auf dem Gebiet der Wirtschaftspolitik und mit Blick auf die europäische Gemeinschaft durchaus spannungsreiche Beziehung änderte nicht, dass sich Mitterrand und Schmidt mehr und mehr näher kamen. Im Mai war Mitterrand, dann doch eingeladen im Privathaus der Schmidts hier in Hamburg im Jahr 1982. Man machte einen Abstecher nach Lübeck und tauschte sich angeregt und politisch vertrauensvoll aus. Dieses Vertrauen drückte sich auch dadurch aus, dass Schmidt Mitterrand nicht nur kurze Notizen über seine USA-Reisen zukommen ließ, sondern ausführliche Berichte, was immer in dem Kosmos von Helmut Schmidt ein besonderer Vertrauensbeweis war. Die Rede, zweimal schon angesprochen, im Januar 1983 im Deutschen Bundestag von Mitterrand, sorgte auch deshalb für Aufsehen, weil sie eindeutig gegen die Sicherheitspolitik, die Verteidigungspolitik der SPD nach Schmidt gerichtet war und dadurch auch eine massive Kritik an den immer noch Parteivorsitzenden Willy Brandt beinhaltete. Schließlich, um langsam zum Schluss zu kommen, besuchte Schmidt Mitterrand 1983 ein weiteres Mal in Lachet und auch dieses Treffen verlief, wenn man den Aufzeichnungen von Helmut Schmidt hier im Helmut-Schmidt-Archiv in Hamburg folgt, und auch den Forschungen von Hélène Miard-Delacroix, von denen ich sehr profitiert habe, verlief sehr einvernehmlich. Also man betrachtete mit Sorge den hohen Kurs des US-Dollars und war sich einig in der Bewertung des US-Präsidenten Ronald Reagan. Als Fazit: eine schwierige Ausgangslage bis zum 10. Mai 1981, eine spannungsreiche Beziehung. Mitterrand war
und konnte niemals werden ein Ersatz für die enge Beziehung zwischen Schmidt und Giscard, aber doch ein auffälliger Konsens und für Schmidt anfangs auch durchaus überraschende Konsens, eine überraschende Übereinstimmung in sicherheitspolitischen Fragen mit Mitterrand vor dem Hintergrund des NATO-Doppelbeschlusses. Merci beaucoup pour cette description très, très complète et souvent très franche des relations entre François Mitterrand et Helmut Schmidt. Je vais demander à Hélène Bière-Delacroix de le compléter. Ce que vous nous dites en tout cas, c'est une relation, et ce que vous décrivez, c'est une relation assez paradoxale. François Mitterrand va décevoir une partie, notamment l'aile gauche du Parti social-démocrate, en soutenant la position d'Helmut Schmidt sur la sécurité européenne face à l'installation des SS-20. Helmut Schmidt va décevoir la gauche française et François Mitterrand en récusant tout soutien à cette notion d'Europe sociale qui est mise en avant très tôt par François Mitterrand. On peut penser que si les deux nations s'étaient entendues sur ce sujet, peut-être l'Europe sur ce terrain aurait pris un autre cours. C'est une interrogation qu'on peut avoir. Et les inquiétudes que pouvait avoir Helmut Schmidt par rapport à la gestion économique de François Mitterrand, après quelques périodes de tension, notamment sur l'inflation, se sont paradoxalement améliorées puisque l'inflation a diminué beaucoup plus pendant la gestion de François Mitterrand qu'il n'avait pu le faire Valéry Giscard d'Estaing dans la période antérieure. Donc on est dans quelque chose d'assez curieux et d'assez paradoxal sur lequel Hélène Bière-Delacroix va sans doute contribuer à nous éclairer tout en abordant naturellement les autres sujets qui ont été évoqués. Bien, je vous remercie. Mesdames, Messieurs et chers amis, je vais essayer de compléter l'image qui a été donnée déjà par les témoins et puis par mon collègue Mike Voigt. Donc, nous avons le regard des historiens qui travaillent en plus sur des sources, sur des archives. Et je vais essayer de ne pas trop répéter ce qui a été dit, mais bien évidemment, il y aura nécessairement quelques recoupements. Je vais me concentrer sur le début, sur 1981, mais comme ça a été déjà évoqué, en glissant progressivement vers la coopération de François Mitterrand avec Helmut Kohl. Alors, la relation en 81 et les années suivantes, je propose de la regarder sous le signe de trois notions, préhistoire, prévention et puis prédisposition. Et puis, je rajouterai une quatrième qui va être cette fuite vers une fuite positive, comme l'a évoqué Jean-Louis Bianco, vers la profondeur. Voilà, nous aurons 4 P en français. Alors, la préhistoire de la dissension, elle a déjà été évoquée, d'une part par Hertha Deuring-Melin et puis aussi par Mike Voigt. Je pense que si on veut comprendre aussi ce regard un peu désapprobateur qu'a jeté Helmut Schmidt sur l'arrivée de François Mitterrand à la présidence de la République, tient d'abord à une situation structurelle. Il faut se rappeler qu'en 81, il y a quand même un décalage de position par rapport au pouvoir. Helmut Schmidt est déjà chancelier depuis 7 ans, quand François Mitterrand était chef de l'opposition. Et donc, le premier, Helmut Schmidt, était dans l'action, quand le second était dans le programme. Donc, par définition, il y a un décalage qui crée aussi ce regard un peu désapprobateur. Il y a une différence idéologique qui a été évoquée, même si Madame Melin a dit qu'elle, du côté de l'aile gauche du SPD, elle était plutôt un regard plutôt favorable sur François Mitterrand. Du côté de Helmut Schmidt, on voit vraiment cette opposition entre la social-démocratie à l'allemande, très modérée, et le socialisme à la française. Et je crois que là, quand on a un regard franco-allemand, c'est aussi important de comprendre les malentendus sur les mots. Parce que ce que j'appellerais le mot de l'autre a une connotation négative. En France, à l'époque, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, le mot social-démocratie est entré dans le vocabulaire de la gauche, mais à l'époque, en 81, le terme social-démocratie pour les Français, c'était pas très positif, c'était de la tiédeur, c'était de la coopération, collaboration avec les capitalistes. Et du côté inverse, en Allemagne fédérale, le mot sozialismus, le mot socialisme, ça veut dire en fait communisme. Et donc, il y a déjà ce décalage, si l'on veut, sur le vocabulaire, qui est aussi un reflet de la relation au communisme qui, en 1981, que l'on prenne l'Allemagne fédérale et la France, est exactement inversée. Le communisme, à l'époque, en Allemagne fédérale, il est à l'extérieur. Ce sont les communistes en RDA qui sont des repoussoirs.
Alors qu'en France, les communistes, ils sont à l'intérieur. Ça a été une des forces majeures au début, après 1945. Et puis en 1981, c'est une force importante dans le paysage politique. Et ce que Mitterrand a compris, c'est que ce sont les alliés nécessaires pour arriver au pouvoir quand on est dans la Ve République et qu'il y a donc le système présidentiel et puis après pour avoir une majorité à l'Assemblée. Donc, je commence par ces mots parce que je crois que c'est important quand on regarde de très loin en disant « Ah, il y avait une méfiance, il y avait une réticence ». Elle n'est pas que personnelle, elle est aussi, je crois, structurelle et en partie idéologique. Et puis Mike Voike l'a aussi évoqué, la relation triangulaire entre Brandt, Schmitt et Mitterrand, elle n'est pas, c'est pas quelque chose de neutre. De la même façon que Bernard Melin disait que Mitterrand était admiré en Allemagne, celui qui était admiré en France, c'était Willy Brandt, c'était pas Helmut Schmitt. Parce que Helmut Schmitt, c'était celui qui, précisément, pour les socialistes français, travaillait avec Valéry Giscard d'Estaing. Et donc, cette relation triangulaire, que moi j'ai un peu étudiée, elle est intéressante parce qu'elle évolue. C'est-à-dire, plus on avance, plus, comme ça a été évoqué à l'instant, finalement, la distance entre Mitterrand et Brandt s'allonge au moment où Brandt prend ses positions sur les euromissiles qui rapprochent, en fait, Mitterrand d'Helmut Schmitt. Donc ça, c'était le P des préventions, de la préhistoire, pardon, qui, comme on le voit, porte en elle des préventions. Alors, on peut évoquer, là, puisqu'on parle du regard extérieur sur mai 81, il ne faut quand même pas oublier non plus le regard qu'on avait à Paris sur l'Allemagne fédérale et sur Helmut Schmitt. Et il y avait, et ça c'est quelque chose qui faisait partie aussi de l'ambiance, il y avait contre l'homme Helmut Schmitt beaucoup de prévention en France, en particulier chez les socialistes et aussi chez les communistes. Il faut rappeler que dans les caricatures, mais aussi dans les textes de l'Humanité, le quotidien communiste, Helmut Schmitt, c'était le Feldwebel, comme on disait. Donc, on rappelait son passé militaire dans la Wehrmacht. Et puis, comme il était un peu donneur de leçons, comme on dit depuis Besserwisser, sa personne, son style, son histoire faisaient que, en plus, en ajoutant la tiédeur social-démocrate et la coopération avec Giscard, elle ne s'était pas vue de Paris, a priori, quand même, le partenaire que l'on préférait. Et il faut ajouter à cela aussi, parce que je crois que c'est important dans les perceptions, c'est que, d'une certaine façon, Helmut Schmitt, il incarnait, c'était le support du complexe français par rapport à l'Allemagne sur les questions économiques pendant toutes les années 70 et de la crise. L'Allemagne fédérale était l'étalon pour se mesurer, notamment en matière de réussite économique, de taux de chômage. Et donc Schmitt, qui donnait des leçons quand même très directes aux autres, pouvait être perçu comme quelqu'un qui allait observer de manière pas très bienveillante. Ajoutons cela que Helmut Schmitt, pour beaucoup à gauche en France, c'était quand même celui qui avait mené la lutte contre la bande à Bader, avec, à une époque, en 77-78, en France, cette représentation d'une Allemagne fédérale qui dériverait vers un État policier, donc incarné par Helmut Schmitt. Donc tout ça, je crois que ce n'était pas très favorable, d'autant qu'Helmut Schmitt avait très clairement dit dans la campagne électorale, vers le mois de février, il avait dit qu'il souhaitait que Giscard d'Estaing fût réélu. Bon. Alors, les préventions, elles étaient du côté allemand aussi, ouest-allemand, contre Mitterrand. C'était, ça Mike Voike l'a évoqué, je n'ai pas besoin d'y revenir, mais c'était un peu l'épouvantail. Helmut Schmitt s'était vraiment accroché très fermement contre Mitterrand à Helsingør en 1976, et Helmut Schmitt considérait, pour les raisons que j'ai évoquées avant, qu'il était irresponsable de s'allier à des communistes. Et de promouvoir l'union de la gauche, ce n'était pas seulement un problème de programme, qui était problématique, mais c'est surtout qu'on allait faire installer des communistes dans un ministère, enfin dans plusieurs ministères d'un État démocratique occidental, ce qui était quand même assez peu du goût d'Helmut Schmitt. Et puis le programme économique, ça a été évoqué à l'instant. Pour faire simple, vu de Helmut Schmitt, le programme économique était en soi assez délirant. Ce n'était pas ce qu'il fallait faire du tout, c'était à l'inverse de ses conceptions. Et pour lui, il y avait une dimension doctrinaire
radical, doctrinaire, que c'était un programme très aventureux et qui inquiétait beaucoup. Alors Hubert Védrine raconte, alors ça ce sont les sources françaises, que Helmut Schmidt aurait dit en 1981, en février 81, on a évoqué l'éventualité de l'élection de François Mitterrand, ne me parlez pas de malheur. Voilà. Donc ça, cette prévention, elle était là. Et puis, elle a duré quand même dans les premiers mois au moins, puisque les premières mesures du gouvernement de Pierre Mauroy, avec les nationalisations, la relance par la consommation, et puis la politique sociale, n'était pas particulièrement du goût de la chancellerie. Alors, j'arrive à mon troisième P, qui sont les prédispositions, quand même. D'abord, c'est que Helmut Schmidt, comme l'a rappelé Maïvoike, était un Européen. S'il n'était pas un francophile ni un francophone, il était un Européen et il s'était converti au franco-allemand. Et puis surtout, c'était un réaliste. Il a toujours dit d'ailleurs qu'il était un réaliste et qu'il n'était pas pour les visions, mais pour le réalisme. Or, il y avait quand même là, même si elle ne saute pas aux yeux au début, une prédisposition à s'entendre avec Mitterrand qui, lui, a particulièrement incarné cette combinaison d'idéalisme et de réel politique. Et puis, en 1981, et ça on le voit avant la fin de l'année 1981, donc dès les débuts, mais ça Jean-Louis Bianco peut le raconter, c'est que, quoi qu'on en dise, François Mitterrand et son équipe d'un côté et Helmut Schmidt et son équipe de l'autre côté, ce sont des politiques. C'est-à-dire que même si on a des préventions, il faut faire le geste de ne pas enfoncer le franc, donc soutenir le franc par des ventes de marques, je pense que ça a été évoqué et appliqué. Et puis, c'est aussi un des mérites de la machine franco-allemande. C'est-à-dire que même si on n'est pas tout à fait ravi que Mitterrand ait battu Giscard d'Estaing, eh bien, on respecte les pratiques et on entre non seulement dans l'application du traité de l'Élysée 63, mais ce qu'on peut appeler le réalisme lucide. C'est-à-dire que bon, c'est la donnée et les relations franco-allemandes savent dépasser ces éventuelles dissensions. Et en plus, François Mitterrand a compris qu'il lui fallait séduire Helmut Schmidt. Donc, on a évoqué déjà 2 fois l'invitation à Lecce, et je crois qu'elle est très importante, et surtout quand on s'intéresse aux facteurs personnels et aux facteurs de compréhension réciproque des individus. Donc, François Mitterrand a invité Helmut Schmidt à Lecce le 8 octobre 81, et parce qu'il voulait lever les préventions allemandes, et puis il voulait un peu forcer la mise en place d'une relation personnelle avec Helmut Schmidt. Et or, on a beaucoup de traces quand même de cette rencontre, parce que Helmut Schmidt l'a évoqué, et il l'évoque dans ses mémoires, et on voit dans ses mémoires que d'un seul coup, il comprend des choses de Mitterrand, et qu'il comprend notamment parce qu'il est très impressionné par la bibliothèque de François Mitterrand dans son moulin, enfin dans sa tour à Lecce. Et il comprend la profondeur de l'homme de lettres qui va donc permettre de quand même bien fonctionner ensemble et lui valoir une certaine admiration. Au-delà de l'admiration personnelle, il est important, ça a été dit, il partage quand même la même vision dans l'affaire des euromicides. Et ça, c'est d'ailleurs ce que Schmitt rappelle, et ce que l'on trouve aussi dans les archives, c'est que la politique étrangère, c'est quand même un domaine sur lequel ils arrivent à se mettre d'accord très très vite et ils partagent les mêmes conceptions. Si sur la politique économique, Helmut Schmidt dit qu'il préférait ne pas en parler, ce qui n'est pas tout à fait vrai parce qu'ils en parlaient quand même, c'est dans le domaine de la politique étrangère et de la politique européenne que l'on trouve quand même un certain nombre de points de rencontre, et notamment ce fameux discours au Bundestag du 22 janvier 83 a été jugé comme, il suffit d'en voir les images d'ailleurs, qu'on peut voir sur Internet, a été jugé comme presque une gifle que François Mitterrand a envoyée au visage de Willy Brandt. On voit le visage de Willy Brandt qui doit écouter ce que, à l'occasion de l'anniversaire du traité de l'Élysée, le 22 janvier 83, François Mitterrand dit au Bundestag, c'est une gifle pour Willy Brandt. Helmut Kohl, qui a été élu le 1er octobre 82 chancelier, est particulièrement satisfait. Mais moi, je trouve que c'est aussi, a posteriori, un soutien
que François Mitterrand donne à Helmut Schmidt, qui avait d'ailleurs lui-même alerté dès son discours du 28 octobre 1977 à Londres du déséquilibre des forces et de la nécessité de déployer des forces américaines, des fusées américaines Pershing pour rétablir l'équilibre avec l'Union soviétique. Alors, là, moi, j'ai voulu me concentrer un peu sur cette période très courte des 18 mois de coopération entre Schmidt et Mitterrand, mais après arrive la période avec Helmut Kohl, dont a déjà parlé Jean-Louis Bianco, et que là, je présenterai sous le terme de profondeur, et qu'on trouve quand même assez rapidement, et qui nous donne un certain nombre de clés, et c'est avec cela que je terminerai, pour comprendre aussi le temps présent quand on cherche des recettes et qu'on regarde dans le passé pour trouver des recettes pour le présent. Je crois que la première leçon qu'on a pu tirer de la très bonne entente de François Mitterrand et d'Helmut Kohl, c'est que, et on le voit bien, l'appartenance partisane ne joue pas un rôle, ce n'est pas décisif. Deuxièmement, ce qui est très important, c'est d'avoir des vues communes. Et là, je citerai François Mitterrand, c'était d'ailleurs en Allemagne, lors d'un sommet à Bad Kreuznach en 1984, où il a dit qu'il fallait avoir ensemble de l'ambition pour l'Europe. Avoir ensemble de l'ambition pour l'Europe, c'est-à-dire savoir utiliser la dynamique particulière de la relation franco-allemande qui est, dès cette époque, emboîtée dans la politique européenne, et que comme le dit aussi, je crois, dans le même discours, Mitterrand précise que ce qui compte, c'est vrai, il faut ensemble, il faut faire attention aux autres Européens, mais il faut faire levier ensemble pour faire avancer la construction européenne au moment, au début des années 80, 83, 84, quand le dispositif est en crise, et on l'a rappelé quand Margaret Thatcher bloquait le vote du budget et les progrès dans l'Europe. Et donc, peut-être je terminerai avec une citation de François Mitterrand, donc avec au sommet de 84, où il montre quand même bien qu'il y a une ambition commune dans ce discours. Il appelle, je cite, à ce que maintenant la communauté de l'Europe ait de l'ambition pour elle-même et que nos deux pays puissent y contribuer. Ayons de l'ambition pour cette Europe, je coupe un peu, ne pensons pas que notre accord puisse se substituer à tout le reste, mais pensons que notre accord est indispensable au reste. Et ça, c'est ça que j'appelle peut-être le P de l'approfondissement, de la profondeur, que François Mitterrand a pu réaliser avec Helmut Kohl. Il n'a pas eu le temps de le faire avec Helmut Schmidt. Bon, on ne sait pas ce qui se serait passé, mais cela ouvre quand même, je trouve, un certain nombre de pistes de lecture sur non seulement la capacité d'adaptation de François Mitterrand à la réalité du pouvoir après son accès au pouvoir, et puis à cette malléabilité finalement de ces tandems franco-allemands qui, avec des personnes différentes, réussit à fonctionner. Et honnêtement, ces années 80, ce sont des années de grande production franco-allemande pour l'Europe. Voilà, je m'arrêterai là. Pardon, là encore un petit temps pour que l'organisateur accepte de débloquer mon micro. Merci beaucoup pour cette intervention et à travers vos 4 interventions, on a pu dresser un panorama assez complet, traverser les périodes, mais quand même bien comprendre ce qui s'est passé entre 1981 et 1982 dans un premier temps et puis dans la période suivante. Je vais demander à M. Lucas, qui a eu la gentillesse d'écouter vos différentes interventions, peut-être quelle est sa perception avec le recul que lui donne sa position et son âge sur cette période particulière, et puis aussi de nous donner le sentiment de répondre à la question de savoir si, au fond, cette période qui vient d'être décrite avec ses difficultés et ses tensions entre les hommes, entre les nations, des différences de perception, mais qui au final convergent, est-ce que cette période n'a pas été un peu un âge d'or des années 80-90 de la relation franco-allemande par rapport à ce que l'on peut observer aujourd'hui? Non pas que les relations se soient
tendues, mais on a le sentiment qu'elles ont presque changé de nature. En témoigne peut-être, je pose la question, le silence qui a entouré les propositions de Joschka Fischer à l'université Humboldt au début des années 2000 sur une évolution, un approfondissement de l'Union européenne, et le silence qui a accompagné les propositions du président Macron beaucoup plus tard à la Sorbonne dans une direction assez voisine. Qu'est-ce qui différencie au fond, monsieur l'ambassadeur, ces deux périodes et quelles perspectives on peut aujourd'hui essayer de tracer à la relation franco-allemande et est-ce qu'elle s'inscrit toujours dans l'inspiration qui a été celle de ces grands leaders dont nous venons de parler? Ja, vielen Dank, Herr Gors. Um vielleicht eine kurze Antwort zu geben auf Ihre Frage, will ich mit einem ganz klaren Ja beantworten. Aber sozusagen, bevor ich das etwas ausführe, will ich vielleicht auch noch ein paar Sätze sagen zu den sozusagen historischen Aspekten der Fragestellung heute. Und vielleicht vorweggeschickt, ich meine 1981, eine biografische Reminiszenz, war ich Student hier in Paris an Sciences Po und kann mich noch sehr gut erinnern an diese enorme Aufbruchstimmung, die hier in Paris herrschte nach der Wahl von François Mitterrand zum französischen Präsidenten. Ist das noch in sehr, sehr guter Erinnerung. Das war schon eine besondere Feierstimmung, die man nicht vergessen wird. Ich will sozusagen zu drei Aspekten kurz etwas sagen. Nochmal zu dem Thema Mitterrand und Deutschland, dann etwas zu Mitterrand und Europa und dann sozusagen, was bedeutet das für heute und wo liegen die Unterschiede oder die Gemeinsamkeiten mit Blick auf die deutsch-französischen Beziehungen heute. Zu dem Punkt Deutschland und François Mitterrand und Deutschland will ich vielleicht anfangen mit einem Zitat. Es ist ja gesprochen worden über das Verhältnis zwischen François Mitterrand und Helmut Schmidt und wir haben so etwas in alten sozusagen Akten und Vermerken des Auswärtigen Amtes nachgeschaut und sind da gestoßen auf den Vermerk über das eben schon zitierte Gespräch zwischen François Mitterrand und Helmut Schmidt in Latché am 7. 8. Oktober 1981. Und ich lese das einfach nur mal vor, weil ich das bemerkenswert finde. Und dieses Protokoll schließt ab mit einigen Sätzen. Mitterrand meint zur Wiedervereinigung, dass bis dahin sicherlich noch einige Zeit verstreichen wird. Sie liegt aber in der Logik der Geschichte, was ihn, Mitterrand, im Übrigen nicht schockiert. Die objektiven und subjektiven Tatsachen, die ihr heute entgegenstehen, vor allem die Existenz des sowjetischen Imperiums, könnten sich eines Tages schneller verändern, als man heute denkt. Ich finde das ein wirklich bemerkenswertes Zitat und zeigt eigentlich sozusagen die Staatsmannsqualität Mitterrands, der sozusagen dieses hier sagt, 8 Jahre vor dem Fall der Mauer. Es ist in dem Vermerk nicht berichtet, sozusagen, was Helmut Schmidt darauf gesagt hat. Ich habe mich darüber einmal mit Hubert Védrine unterhalten und er sagte mir, dass sozusagen Helmut Schmidt auf diese Bemerkung sozusagen eher etwas kritisch und skeptisch reagiert habe und gesagt, also das sehe ich einstweilen nicht. Aber das fand ich schon sehr bemerkenswert. 3 kurze Punkte nochmal zu dem Thema Mitterrand und Deutschland. Das erste nochmal, glaube ich, ein Paukenschlag. Damals die Rede anlässlich des 20. Jahrestages des Élysée-Vertrages. Ich glaube, man kann diese Rede nicht wirklich in ihrer Bedeutung überbewerten. Ich glaube, es war auch wirklich eine Grundlegung für dieses besondere Vertrauensverhältnis zwischen François Mitterrand und Helmut Kohl. Und Kohl hat dann später ja auch verschiedentlich nochmal gesagt, dass sozusagen zwischen dieser Rede und der Positionierung Frankreichs in dieser wirklich zentralen Frage der Nachrüstung und dem, was dann 6 Jahre später geschah, dem Fall der Mauer, doch fast ein direkter Zusammenhang besteht. Und man kann sich vielleicht ausdenken, was es für die Positionierung Deutschlands und auch der Bundesregierung und der innenpolitischen Debatte in Deutschland bedeutet hätte, wenn François Mitterrand sich nicht in dieser ganz klaren
Weise auch geäußert hatte, zudem eben auch noch als der Präsident eines Landes, das nicht der militärischen Integration der NATO angehört hat. Also, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich habe vielleicht das auch noch bemerkt, längere Zeit für Hans-Dietrich Genscher gearbeitet. Und er berichtete immer wieder, dass Gorbatschow ihm mehrfach versichert habe, ein wichtiger Punkt, ein wichtiges Element eben auch sozusagen für die Entwicklung in der damaligen Sowjetunion sei eben auch letztendlich die Geschlossenheit in der Sache der Nachrüstung gewesen. Zweiter Punkt, den ich machen würde, ist kurz erwähnt worden, sozusagen das berühmte Bild vor dem Beinhaus von Douaumont in Verdun. Auch das sozusagen habe ich in persönlicher Erinnerung. Ich habe das damals am Fernsehen verfolgt als junger Mann, als Student. Und ich weiß noch heute noch sozusagen eine sehr präzise Erinnerung, wo und wie ich diese Zeremonie verfolgt habe. Und ich glaube, es hat damals auf viele andere eben auch einen großen und tiefen Eindruck gemacht und auch nochmal anschaulich gemacht, sozusagen, wie sehr es Helmut Kohl und vor allen Dingen auch François Mitterrand als jemand, der ja auch unter den Deutschen zu leiden gehabt hatte, daran gelegen war, auch ein wirklich mächtiges Signal eben der Versöhnung über den Gräbern zu geben. Der dritte Punkt, Mitterrand und die Wiedervereinigung. Natürlich ist das großer Unsinn, was hin und wieder verbreitet wird, sozusagen, dass er dem sozusagen ablehnend gegenüberstand. Ich habe eben zitiert, was er schon 1981 zu Helmut Schmidt gesagt hat. Ich glaube, für ihn war einfach wichtig, dass dieser Prozess der Einheit sozusagen in einem europäischen Kontext eingebettet war. Er hat ja auch gleich nach dem Mauerfall von einem glücklichen Ereignis für Deutschland gesprochen, aber dann eben wie deutlich gemacht, das muss in einen europäischen Prozess eingebettet sein, mit dem Einverständnis aller Länder, in der Anerkennung der Oder-Neiße-Linie und auch nicht in einer Weise, dass nachher sozusagen auch Gorbatschow selbst destabilisiert wird. Also ihm ging es darum, sozusagen die deutsche Einheit in einer Weise herzustellen, dass sie Europa nicht stabilisiert, sondern letztendlich die deutsche Einheit auch zu einem Gewinn für Europa wird. Und das war, glaube ich, sozusagen sein entscheidendes Movens. Und ich will in dem Zusammenhang auch nochmal sozusagen aus vielen Gesprächen mit Genscher daran erinnern, dass Genscher ihn besucht hat, gleich nachdem Helmut Kohl den 10-Punkte-Plan damals erläutert hat im Deutschen Bundestag, nicht abgestimmt mit unseren Alliierten damals. Mitterrand war offensichtlich doch etwas verärgert darüber, hat aber dann auch nochmal in diesem Gespräch mit Genscher gesagt, entscheidend für ihn ist wirklich die europäische Einbettung der deutschen Einheit. Er hat allerdings auch deutlich gemacht, wenn dies nicht gelingt, dann werden neue Bündnisse entstehen. Und hat eben auch anklingen lassen, dass das für Frankreich bedeuten würde, eben auch alte Allianzen wieder zu beleben. Aber deutlich wurde hier, also er sah einen inneren Zusammenhang sozusagen zwischen deutscher Einheit und sozusagen dem Fortschreiten eben auch der Integration Europas. Und damit steht er auch, glaube ich, auch in einer gewissen Tradition der Europapolitik der Vierten Republik. Das bringt mich zum Thema Europa. Ich will hier nur daran erinnern, dass er ja sozusagen vielleicht auch als jemand, der eigentlich von einer sehr stark nationalstaatlichen Tradition herkam, doch entscheidend dazu beigetragen hat, dass Europa qualitative Fortschritte nach vorne gemacht hat, mit der Erweiterung Spanien und Portugal, mit der einheitlichen europäischen Akte 1986 hier schon die Perspektive der Wirtschafts- und Währungsunion enthielt, mit einer Verstärkung der außenpolitischen Zusammenarbeit mit dem Binnenmarkt und das dann letztendlich seinen Abschluss fand eben im Vertrag von Maastricht über die Europäische Union, der ja sozusagen bis heute im Grunde die Grundlage dessen ist, was wir europapolitisch tun. Glaube ich, auch das in engster Zusammenarbeit mit Deutschland.
diese Integrationsschritte haben sicherlich sehr viel damit zu tun gehabt, sozusagen mit der schwierigen Wirtschaftslage auch in Frankreich in dieser Zeit, mit Arbeitslosigkeit, Inflation, einem schwachen Franc. Und da hat sicherlich Jacques Delors eine ganz zentrale Rolle gespielt, eben mit seinem Drängen nach einer sozusagen großen europäischen Währungszone. Aber ich glaube, für Mitterrand am Ende des Tages war eben entscheidend, auch hier, auch gerade bei Maastricht, der unmittelbare Zusammenhang mit der deutschen Einheit, die kurz vorher besiegelt wurde. Und dass eben auch nochmal deutlich wurde, der Zusammenhang von Überwindung der Teilung Deutschland und Europas einerseits und dann Fortschritten bei der Integration Europas. Zwei Seiten einer Medaille. Letzter Punkt. Was sind die Unterschiede heute? Kontinuitäten, Diskontinuitäten. Ich glaube, eine Sache, die uns sozusagen mit dieser Zeit verbindet und Frau Mirat Delacroix hat eben darauf hingewiesen, ist eigentlich der Umstand, dass wir uns Deutschland und Franzosen oft sozusagen von sehr unterschiedlichen Standpunkten hin ausgehend sozusagen an außen- und europapolitische Dossiers heranarbeiten müssen. Das ist oft sehr mühsam, weil unsere außenpolitischen, wirtschaftspolitischen Traditionen sehr unterschiedlich sind. Die politischen Systeme sind sehr, sehr unterschiedlich. Die Entscheidungsabläufe sind sehr, sehr unterschiedlich. Das war damals bei Mitterrand so und ist heute nicht viel anders. Das heißt, sozusagen die Mühe sozusagen des Kompromisses sozusagen ist uns heute auch als eine wichtige Aufgabe eben aufgegeben. Aber da wir so unterschiedlich sind, in vielerlei Hinsicht ist eben ein deutsch-französischer Kompromiss immer auch eine gute Grundlage für einen europäischen Kompromiss und erhöht die Chance, eben alle anderen heute 25 Partner an Bord zu bekommen, wobei natürlich der deutsch-französische Vorschlag alleine nie ausreicht. Und ich glaube, dafür hatten auch François Mitterrand, Helmut Schmidt und Helmut Kohl ein großes Verständnis, dass diese deutsch-französische Einigung zwar notwendig, aber nie hinreichend ist. Vielleicht ein zweiter Punkt, Herr Goss, Sie haben eben gefragt, sozusagen ist heute sozusagen muss man von einer deutsch-französischen Sprachlosigkeit sprechen, fehlt es an Initiativen und Visionen. Der Auffassung bin ich überhaupt nicht. Ich glaube, wir haben jetzt gerade in der Corona-Krise bewiesen, Deutschland und Frankreich, dass wir in der Lage sind, auch im Interesse Europas zu handeln. Ich erinnere in diesem Zusammenhang an den Plan de Relance, einen Wiederaufbauplan, der ja von der Europäischen Union im letzten Juli beschlossen wurde, aber sich stützt eben auf eine deutsch-französische Initiative, ergriffen von Präsident Macron und der Bundeskanzlerin im Mai vor ziemlich genau einem Jahr, der einem 750 Milliarden Paket geschnürt hat und erstmals eben auch sozusagen mit einem neuen Instrument, eben der Teilvergemeinschaftung von Schulden. Und das ist sicherlich für Deutschland auch ein wichtiger Schritt gewesen, aber zeigt eben auch, ja, dass es auch in diesem deutsch-französischen Verhältnis immer wieder auch gerade jetzt in der Krise die Bereitschaft gibt, eben auch neue Wege und wichtige Wege, glaube ich, zu gehen. Der zweite Punkt, den ich hier hervorheben würde, ist das gemeinsame Bekenntnis zu dem, was Präsident Macron europäische Souveränität nennt. Das hat er damals in der Sorbonne-Rede schon ausgeführt. Und ich glaube, das ist ein Leitbild, ja, dem sich auch Deutschland verpflichtet fühlt. Das war die Überschrift der deutschen EU-Präsidentschaft. Und das hat sich, glaube ich, in vielen Initiativen auch manifestiert, insbesondere auch im wirtschaftspolitischen Bereich bis hin zu gemeinsamen Initiativen, großen Initiativen im Bereich der gemeinsamen Rüstungspolitik. Also ich glaube, da tut sich einfach sehr, sehr viel. Und ich glaube, dass der Gedanke eben einer europäischen Souveränität ein Gedanke gewesen wäre, sozusagen, der auch François Mitterrand sehr sympathisch gewesen wäre. Letzter Punkt, ich glaube, das haben ja auch die Beiträge eben schon deutlich gemacht. Ich glaube, auch für uns Deutsche wird François Mitterrand als ein Glücksfall in Erinnerung bleiben.
als jemand, der eben in einer welthistorisch und auch bedeutenden Phase, die eben auch mit einer deutschlandpolitisch entscheidenden Phase zusammenfiel, doch an der Seite Deutschland stand und entscheidend dazu beigetragen hat, dass eben in Europa nicht nur Deutschland eben die deutsche Teilung überwunden werden konnte, sondern eben auch der Kalte Krieg sein Ende fand. Und ich glaube, das ist das, was auch letztendlich in der historischen Bewertung entscheidend auch das Bild François Mitterrands in Deutschland prägen wird. Vielen Dank.